Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Ingénieur Egide Mgemero est de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mercredi 12 août 2020. Commençons par les principaux titres. Les Burundais exilés en Tanzanie encore sous menace de rapatriement forcé. Les réfugiés du camp Nyarugusu ont été communiqués ce mercredi l'ordre de se faire inscrire pour être rapatriés. Version différente sur le nombre de victimes de Covid-19 déjà enregistrées au Burundi, alors que le ministère de la Santé ne reconnaît qu'une victime. Caritas Burundi vient de publier un bilan de 10 décès de Covid-19. Enfin, les employés de la commune Chendajuru viennent de passer 6 mois sans rémunération. Ils désespèrent car les autorités communales ne donnent pas de solution, avançant la mauvaise santé financière de la commune comme raison du non-paiement. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la diplomatie. Le gouvernement du Rwanda réagit aux reproches de Gitega qui l'accuse de prendre en otage ses citoyens qui veulent rentrer de l'exil. Dans une conférence de presse animée ce mercredi, le ministre rwandais en charge des relations extérieures a réfuté ces accusations du gouvernement d'Ayishimiye. Vincent Biruta a qualifié de paradoxal le fait que le gouvernement burundais se montre désireux d'accueillir ses citoyens exilés au Rwanda alors que parallèlement, il refuse de laisser rentrer ceux qui ont été bloqués à Kigali par la pandémie Covid-19. Suivez Vincent Biruta, ministre rwandais chargé de la diplomatie. Dire que les réfugiés burundais ont été pris en otage ici au Rwanda, ça signifierait que les Burundais qui se sont exilés dans d'autres pays sont tous rentrés. Or, c'est pas le cas. Je voulais rappeler qu'avant la pandémie Covid-19, chaque mois, au moins 200 réfugiés burundais retournaient chez eux. Si durant cette période, ils ne rentrent plus, ce n'est pas parce qu'on les en a empêchés, c'est forcément dû au fait que les frontières sont fermées. Et ce n'est pas seulement celles du Rwanda, même les frontières du Burundi sont fermées. C'est aussi étonnant que le Rwanda soit accusé de prendre en otage les réfugiés alors que nous hébergeons 136 Burundais venus ici pour des raisons différentes et qui ont été bloqués avec la fermeture des frontières. Certains étaient venus en visite, d'autres pour se faire soigner. Ils ont demandé de rentrer, une permission qui leur a été refusée. L'ambassade du Burundi nous a saisis, nous demandons de les autoriser à évacuer leurs citoyens. Nous leur avons donné le nécessaire, mais au Burundi, ils ont refusé de les accueillir. D'un côté, ils ne veulent pas donc accueillir même ceux qui ont des autorisations de voyager demandées par leur pays, et de l'autre, ils nous accusent de retenir en otage leurs citoyens. C'est incompréhensible. Le ministre Vincent Biruta a été traduit en français par Trésor Niyongabo. Et tant qu'on parle de Burundais hébergés par des pays de la région, tous les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu situé en Tanzanie sont priés d'aller se faire inscrire pour le rapatriement. Les chefs des zones leur ont transmis ce message dans des réunions tenues dans différentes zones ce mercredi. Selon les chefs des zones, c'est le responsable de ce camp de Nyarugusu qui leur a demandé de transmettre ce message. Vicky Chrisonine Helete nous fait le point. Un seul message a été transmis ce mercredi aux Burundais réfugiés au camp de Nyarugusu. Se rapatrier volontairement. Un des participants à l'une des réunions tenues par les différents chefs de zone raconte. On nous a intimé l'ordre de nous faire tous enregistrer pour être rapatriés au pays de gré ou de force. Lors de cette réunion, on nous a également dit que la décision a été prise par le responsable du camp et représentant du gouvernement tanzanien. Lors de ces réunions, il a été recommandé aux réfugiés de suspendre toute activité en rapport à la construction.
On nous a dit que désormais on doit mettre un terme à tous les travaux de construction en cours, que ce soit pour ce qui est de couvrir les maisons, les rénover ou même fabriquer des briques. Cette mesure a été mal accueillie par des réfugiés qui voient une autre façon de les persécuter. Ça nous fait vraiment peur. Non seulement on nous contraint à rentrer, mais on continue également d'être victimes de différentes persécutions, dont des menaces. Ces réfugiés burundais demandent que leurs droits soient respectés. Ce camp de Nyarugusu héberge les réfugiés burundais et ceux de la République démocratique du Congo. Et les jeunes réfugiés burundais basés en Ouganda, au Rwanda et en Tanzanie ont sorti ce 12 août un mémorandum adressé au président ougandais Yoweri Kaguta Museveni pour exprimer leur inquiétude sur les persécutions faites aux réfugiés burundais de la Tanzanie pour les rapatrier de force. Gentil Plaisir Vuzimana, un des signataires de ce mémorandum, indique que c'est pour que le président Museveni, le dernier médiateur dans la crise burundaise, puisse apporter sa contribution afin de rétablir ces réfugiés dans leurs droits. Suivi Gentil Plaisir Bivuzimana, Burundi réfugié à Kampala, la capitale ougandaise. En cette journée internationale de la jeunesse, les jeunes réfugiés burundais se trouvant en Ouganda, Rwanda et en Tanzanie ont adressé un mémorandum au président ougandais en tant que médiateur à la crise burundaise et aussi ancien président de l'initiative régionale pour la paix au Burundi. Dans notre mémorandum, nous avons exposé et fortement condamné le harcèlement moral et physique contre nos compatriotes se trouvant en Tanzanie. Des cas de disparition forcée, torture, emprisonnement arbitraire que subissent constamment les réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien par la police et par l'administration tanzanienne pour les contraindre à un rapatriement forcé. Nous avons décrit que les nouvelles institutions du Burundi, ici de la mascarade électorale, ne donnent pas une assurance de sécurité pouvant garantir le retour des réfugiés dans le pays natal. Sur ce point, on a cité des discours d'intimidation du nouveau président Evariste Ndayishimiye, prononcés depuis son investiture, des discours qui se moquent des réfugiés. On a aussi montré que les hauts cadres du gouvernement actuel sont ceux qui ont brillé dans la répression sanguinaire en 2015 et qui continuent aussi dans l'impunité totale. De ce fait, nous avons demandé l'arrêt immédiat de harcèlement des réfugiés burundais en Tanzanie, ainsi que le renforcement de leur sécurité physique. Nous avons en fait demandé de relancer les négociations entre les parties prenantes et souhaitons que cela aboutira sur les institutions républicaines et légitimes qui faciliteront le retour apaisé des réfugiés burundais dans le pays d'origine. Les copies de ce mémorandum sorti en cette journée internationale de la jeunesse ont été envoyées à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, à Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, ainsi qu'à Filippo Grandi, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et au Malawi, les réfugiés de la ville de Lilongwe, dont des Burundais, sont en train d'être expulsés de la dite ville. Selon les responsables de cette ville, les marchands malawites n'ont plus assez de clientèle à cause de la concurrence des commerçants étrangers, dont des réfugiés. Le point c'est avec Emmanuel Daishimiye. Cet appel est lancé aux réfugiés résidant à Lilongwe, c'est la ville du Malawi. Ils sont obligés de se rendre au camp des réfugiés de Zaleka. Les autorités de la ville de Malawi disent que les commerçants malawites se plaignent qu'ils n'ont plus de clients à cause de ces réfugiés. Ils disent sans cesse que les réfugiés vivant dans la ville de Lilongwe sont priés de retourner au camp de réfugiés de Zareka afin que les natifs de la ville puissent exercer leurs activités commerciales dans la tranquillité. Ces réfugiés indiquent qu'on leur avait donné 3 mois pour qu'ils retournent au camp. Ils ne comprennent pas pourquoi ces autorités ont changé d'avis. Le camp de réfugiés d'Ozareka est là depuis plusieurs années. Les réfugiés avaient le droit de travailler dans n'importe quelle ville du Malawi. Mais nous sommes très étonnés d'apprendre que les autorités municipales de Lilongwe convoquent une réunion pour nous informer que nous devons rentrer. Nous avons vraiment peur car cette mesure peut être mise en application à tout moment. La majorité des réfugiés qui vivent dans la ville de Lilongwe sont des Burundais. Le HCR donne un effectif de 8300 réfugiés burundais sur tout le territoire du Malawi. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi.
Sécurité à présent, un motard de la commune Kayokwe en province Mwaro a été tué ce mardi soir alors qu'il s'apprêtait à dérober un gérant des boissons Braroudi de la place. La victime aurait été fauchée par une balle tirée par ses complices. L'édité avec Clovis Nyonzima. C'était vers 20h ce mardi quand Jean Berkmas Ndaishimiye, âgé de 33 ans, et sa femme Godeliev Balagahorana ont été attaqués par un groupe de 3 bandits armés de Kalachnikov alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer dans leur ménage. C'était sur la colline Kivogoye de la zone et commune Kayokwe en province Mwaro. Selon notre source, une somme de 3 millions a été volée à Jean Berkimas Ndaishimiye qui est vendeur de produits Braroudi chez Pamphile Zorijana d'Irukere. Un des 3 voleurs, du nom de Jean-Claude Harerimana, dit Kabireti, a été touché par les balles tirées par ses complices et il est mort sur place. Ce dernier était conducteur de moto-taxi dans la province Mwaro. Les autorités policières dans la province de Mwaro indiquent qu'ils sont sur les traces de ces voleurs en fuite. Le téléphone portable de ce voleur mort est dans les mains de la police. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Honoré Atungimana, administrateur de la commune Kayokwe. Merci Clovis Nyonzima. Et je vous l'avais dit au début de ce magazine, 10 personnes ont été emportées par le coronavirus au Burundi depuis le début de la pandémie selon Caritas Burundi. L'organisation chrétienne annonce également de nouvelles mesures de l'église catholique dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 signalée au Burundi depuis le mois de mars. Walter Kwizera. 10 personnes ont été tuées par le coronavirus jusqu'au 23 juillet dernier sur le territoire burundais, selon Caritas Burundi. Parmi les victimes figure un prêtre de 35 ans, ajoute cette organisation chrétienne qui souligne que depuis l'apparition de la pandémie, 345 personnes ont été testées positives. Parmi elles, 270 sont déjà guéries de la Covid-19. Certaines mesures seront désormais appliquées dans les églises catholiques selon Caritas Burundi. C'est notamment la disponibilisation des savons dans chaque paroisse pour que les chrétiens se lavent les mains avant d'entrer dans l'église et pendant la sortie. La salutation à la main n'est plus autorisée. Il y aura l'échange des signes de paix pendant la célébration eucharistique. De plus, la distanciation sociale doit être respectée dans les églises selon cette organisation catholique. Pendant la communion, poursuit Caritas Burundi, les ministres extraordinaires de la communion doivent d'abord bien se laver les mains avant d'aider le prêtre à distribuer le corps du Christ au peuple de Dieu. De plus, chaque prêtre a le droit d'ajouter sur ces mesures une autre de son choix à sa paroisse. Selon le magazine d'information de Caritas Burundi, cela fait partie des mesures suggérées par les évêques catholiques du Burundi pour aider le ministère de la Santé publique à lutter contre la propagation de la Covid-19. Et page gouvernance en transition, le personnel de la commune Tchendajuru en province Changuzo vient de passer 6 mois sans percevoir son salaire dans l'incapacité de faire survivre la famille. Le dit personnel indique qu'il ne sait plus à quel sens se vouer dans la mesure où les autorités communales avancent sans cesse la mauvaise santé financière de la commune. Balthazar Miburu. Ces travailleurs de la commune Tchendajuru sont estimés à 35. Ils sont composés des chefs coronaires, les agents de la commune, le caissier, les conseillers de l'administrateur et les veilleurs. Selon notre source parmi le personnel, la commune leur doit une somme de 8 millions. Ils disent qu'ils se sont à maintes reprises adressés à l'ancien administrateur Béatrice Nibaruta pour qu'elle résolve leurs problèmes, mais qu'elle évoque à chaque fois le manque de faux, argument rejeté par le personnel. Il accuse plutôt à cet ancien administrateur de malversation et détournement de fonds de la commune. Que des enquêtes minutieuses soient menées, renchérit-il. Ces employés de la commune Tchendajuru déplorent la vie précaire qu'ils mènent suite à ces arriérés salariales. Ils implorent ainsi l'intervention du nouveau administrateur communal. La rédaction a essayé de contacter Béatrice Nibaruta, ancien administrateur de la commune Tchendajuru, de même que Poré Sindaïgaya, le nouveau administrateur, mais leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Et le Conseil national de la communication vient de suspendre les journaux en ligne Itara Burundi et Nawe. Le président du CNC, Nestor Bangomokunzi, explique que ces journaux sont entachés de plusieurs irrégularités. La décision a été prononcée ce mercredi lors d'une séance d'évaluation des activités trimestrielles du Conseil national de la communication. Nestor Bangomokunzi.
du journal en ligne Itara Burundi, envers qui une décision a été prise. La décision consiste à suspendre ce journal. Pourquoi? Parce que son directeur n'est plus visible sur le territoire national du Burundi, en violation bien sûr de la loi, mais aussi le siège, l'adresse physique de ce journal n'est plus visible sur le territoire du Burundi. Et en plus de cela, nous avons constaté qu'il y avait des manquements graves en rapport avec l'exercice du métier de journaliste, en rapport avec les informations qui sont diffusées à travers ce journal. Les membres du CNC ont donc décidé de suspendre ce journal. L'autre médium qui a été suspendu par manquement grave, c'est le journal nawe.bi. Il s'agit d'un journal en ligne. La fois dernière, il y a quelques jours, la plateforme web TV de ce journal avait été suspendue par manquement grave par le Conseil national de la communication, mais malgré cette suspension, ce journal a continué à travailler comme si de rien n'était. Il a été donc décidé de suspendre, de retirer l'autorisation d'exploitation de cet organe de presse par justement manquement à la loi qui régit l'exercice du métier de journalisme. Voilà en gros ce qui est sorti de cette rencontre des membres du Conseil national de la communication. C'était Nestor Bankumukunzi, le président du CNC. Une courte pause avant de parler droits de l'homme. Une femme âgée de la colline Kavogera, commune et province Kirundo, a été passée à tabac ce lundi. La population de Kavogera pointe du doigt le directeur de l'enseignement dans la commune Kirundo. Rachel Kagissier pour plus de détails. Il s'agit de la nommée Marie Nkuribwirizwa, âgée de 65 ans de la colline Kivogero, sérieusement tabassée par le directeur communal de l'enseignement à Kirundo. Lundi dernier, cette vieille dame a attendu du bruit qui émane de sa parcelle et elle est allée s'enquérir de la situation. Le constat était que Doïsien Chimirimana, le directeur communal de l'enseignement à Kirundo, était en train de battre un homme qui venait de se soulager dans la latrine de Marie Nkuribwirizwa. Doïsien Chimirimana prenait l'individu en question pour un voleur, mais la vieille dame a plutôt avoué reconnaître cet homme. Ainsi donc, le directeur communal de l'enseignement, Doïsien Chimirimana, s'est immédiatement attaqué à la vieille dame et l'a battue énergiquement. Gravement atteinte d'un choc au niveau du dos, la vieille Marie Nkuribwirizwa est pour le moment alitée à l'hôpital de Kinyinya. Les habitants de la colline Kivogero demandent l'intervention de la justice, quoique l'agresseur paye pour les soins de la victime. Chasse à l'homme des opposants au régime CNDD-FDD. Ce mardi, un militant du parti CNL en mairie de Bujumbura a été enlevé et 2 autres de la province Chibitoke arbitrairement arrêtés. Le point c'est avec Éloge Divin Remesha. Le nommé Issa Ngendakumana est le militant du parti CNL de la zone Buterere à mairie de Bujumbura, enlevé le soir de ce mardi par des individus non identifiés. Selon des habitants de la zone Buterere, au moment de son enlèvement, Issa Ngendakumana arrivait près de la localité communément appelée Kwisamariro. Une voiture taxi à bord de laquelle se trouvaient des individus qui n'ont pas été identifiés l'ont embarqué manu militari pour le conduire vers un endroit inconnu. Les militants du parti CNL sont également persécutés en commune Mabaï de la province Chibitoke. 2 militants de ce parti, à savoir Jean-Paul Safari et Alfred Nyandwi, tous originaires de la colline Muhungu, ont été arrêtés arbitrairement ce mardi. Selon les informations en provenance de l'endroit où les 2 membres du CNL ont été interpellés, ils répondaient au rendez-vous de la CECI qui avait programmé de montrer à la population les individus qui se feront élire aux élections collinaires et dont les dossiers ont été acceptés par la commission. Ils se sont vus par la suite arrêtés par des policiers sans mandat d'arrêt. Ces derniers ont expliqué que l'ordre d'arrêter les 2 militants du CNL émanait du nouvel administrateur de Mabaï, Nicodème Nabonyimana, natif de la même colline Muhungu de ces 2 militants du parti CNL. Ils sont détenus à la prison de la brigade de la commune Mabaï. Les informations en possession de la RPA font savoir que jusqu'à aujourd'hui, les 2 militants du CNL n'avaient pas encore été signifiés de leur charge. D'autres informations disent que Jean-Paul Safari et Alfred
Nyandwi ont été arrêtés sur ordre de l'administrateur de Mabaï après concertation avec le représentant du CNDD-FDD en commune de Mabaï. Ces deux derniers accuseraient les deux militants du CNL d'avoir détruit les symboles du CNDD-FDD de la permanence de ce parti. Des accusations balayées d'un revers de la main par les habitants de la dite localité qui pensent plutôt que des mobiles politiques qui visent de les empêcher de participer aux élections seraient derrière leur arrestation. Les habitants soupçonnent également que un parmi les deux militants du CNL, qui est Alfred Nyandwi, serait victime d'avoir été en conflit avec l'actuel administrateur de la commune Mabaï, qui fut un conseiller économique de la commune Mabaï. À propos de ces persécutions des trois membres du parti CNL, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Pierre Mwirikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, mais sans succès. Nous avons également cherché Nicodème Nabonyimana, administrateur de la commune Mabaï, et Gustave Nahimana, représentant communal du parti CNDD-FDD, mais ils n'ont pas voulu s'exprimer à ce sujet. Et droits de l'homme, toujours, Amnesty International se dit mitigé par la situation qui prévaut actuellement au Burundi. Presque 2 mois après la prise des fonctions du président Evariste Ndayishimiye, cette organisation internationale de défense des droits de l'homme dit avoir déjà noté des points négatifs et positifs de ce régime. Rachel Nicholson est chercheuse au sein d'Amnesty International. Les premières actions du nouveau gouvernement sont mixtes. Nous avons vu quelques actions positives. Nous voyons, par exemple, une volonté de mettre fin à la criminalité, y compris des actions prises contre les membres des forces de sécurité. On espère que ça va donner une fin à l'impunité pour les responsables de violation des droits humains. Il faut bien aller au-delà des actions individuelles pour mettre fin à l'impunité que nous avons vue pour les violations des droits humains pendant une longue période. Donc, nous espérons que ça va donner un changement possible, mais il faut voir. Le président, pendant son investiture, a parlé du besoin de respect des droits humains, un besoin de la justice, de la bonne gouvernance. C'est des bons discours, mais il faut voir aussi les actions. Et nous avons aussi noté avec inquiétude des discours et des déclarations qui sont moins positives, évidemment. Ceux qui critiquent le travail des défenseurs des droits humains, par exemple. Donc, il faut vraiment attendre à voir la direction que le gouvernement va prendre. Donc, on est dans une période d'attente pour voir quelle direction ils vont prendre finalement. Et comme contribution à la restauration d'un état de droit, Amnesty International propose au gouvernement burundais quelques actions et projets à entreprendre, certains avec des résultats immédiats, d'autres à long terme. Encore une fois, Rachel Nicholson. Amnesty International a proposé au nouveau gouvernement 10 actions prioritaires pour améliorer la situation des droits humains au Burundi et faire comprendre des actions immédiates qui peuvent être menées immédiatement pour faire un changement et ce qui nécessite une action plus à long terme pour des réformes plus en profondeur pour améliorer la situation des droits humains. Donc, entre ces 10 mesures, nous avons recommandé au gouvernement de libérer immédiatement et sans condition les prisonniers d'opinion, y compris les défendeurs des droits humains, les journalistes du journal Iwachu. Nous avons aussi recommandé que le gouvernement fait un travail pour démobiliser les indonneurs récurrents. Pour des actions plus à long terme, nous avons aussi recommandé au gouvernement de faire de la progression des droits des femmes une priorité. Donc, nous avons noté que c'est bien de voir que le quota fixé à 30% pour les membres du gouvernement, mais il faut aller au-delà de la représentation, vraiment faire du renforcement de la promotion des droits des femmes une priorité du gouvernement. Et évidemment, ce genre de recommandations, c'est un travail plus à long terme. Et ces 4 journalistes de Iwachu évoqués par l'organisation internationale Amnesty International totalisent aujourd'hui 9 mois et 21 jours de détention à la prison centrale de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières aux rebelles. Ils ont été condamnés pour tentative
impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État, à 2 ans d'emprisonnement et au paiement d'1 million d'amendes chacun. Les associations de défenseurs des droits humains et celles des professionnels des médias nationaux et internationaux ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. L'espoir pour les victimes de violations des droits humains au Burundi après la mort du président Pierre Nkurunziza s'amenuise. Constat plutôt des coalitions de l'Afrique francophone pour la Cour pénale internationale sur la situation au Burundi, CPI. Avec la formation du gouvernement par le nouveau président, des ministères clés ont été confiés à de gradés de forces de défense et de sécurité. Et il est difficile de réaliser un changement et d'obtenir justice avec les acteurs qui sont soupçonnés de crimes, estime cette coalition dans une déclaration sortie ce lundi. Suivez à ce propos Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la CPI. Les coalitions pour la Cour pénale internationale dans les pays de l'Afrique francophone viennent de sortir effectivement une déclaration qui coïncide avec 3 années d'enquête de la Cour pénale internationale au Burundi. Une période d'ailleurs qui a été caractérisée par plusieurs événements sur le plan politique. Et là nous citons notamment la mort inattendue du président Pierre Nkurunziza, mais aussi l'arrivée du nouveau gouvernement. Un gouvernement qui avait toutes les prérogatives nécessaires et toutes les chances de redorer l'image du Burundi, de rompre avec la culture de l'impunité qui avait été consacrée au Burundi, qui avait été érigée comme mode de gouvernance par le régime Pierre Nkurunziza. Ces organisations ont noté avec regret la nomination des principaux présumés auteurs de ces crimes dans les postes stratégiques dans le nouveau gouvernement. Ces organisations sont revenues notamment sur la nomination du Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui ont été cités à plusieurs reprises dans les rapports de plusieurs organisations internationales et d'ailleurs qui sont sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis. Ces organisations ont profité de cette occasion pour réitérer le gouvernement du Burundi à revoir sa décision de se retirer du statut de Rome. Et ils ont profité de cette occasion à réaffirmer leur soutien aux victimes de la crise burundaise, à les rassurer pour ne pas perdre espoir. Ils vont continuer à combattre l'impunité, à soutenir les actions de la Cour pénale internationale, surtout aux enquêtes qu'elle est en train de mener au Burundi. C'était Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, et clôturant ce magazine par le commentaire de la rédaction sur les irrégularités observées dans la procédure judiciaire au Burundi en ce qui est de la modification des infractions après procès. Le commentaire de la rédaction a été lu par Josiane Mouzanid. Quand l'histoire se répète, cela devient de la farce. Ces derniers jours, la pratique de la justice burundaise démontre à suffisance cet adage. L'histoire récente des jugements rendus par les cours et tribunaux condamne les présumés coupables pour des infractions pour lesquelles ils ne sont pas poursuivis. Tenez, les juges du tribunal de grande instance de Bubanza ont condamné les journalistes du groupe de presse Iwachu pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État, alors que le ministère public les poursuivait pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Dimanche dernier, les juges du tribunal de grande instance de Kayanza ont condamné 3 citoyens pour attentat contre le chef de l'État, alors que le ministère public les poursuivait pour non-assistance à personne en danger en la qualité du président de la République. Dans les 2 cas, les infractions figurant dans les prononcés des jugements diffèrent de celles pour lesquelles le ministère public poursuit les présumés coupables. Excusez la répétition. Est-ce un fait du hasard ? Loin s'en faut. Une main invisible influence la décision des juges qui, à leur tour, manipulent la loi au lieu de dire la loi. Ainsi, des citoyens sont condamnés sans pour autant avoir eu l'occasion de se défendre sur toutes ces infractions fabriquées de toutes pièces par les pseudo-juges dans une parodie judiciaire. De ces 2 cas, l'on peut retenir que cette pratique risque, si pas, de déshonorer la justice burundaise et qu'il a de lourdes conséquences. Des innocents sont condamnés injustement à de lourdes peines. Les citoyens et les étrangers
perdent confiance en la justice burundaise, avec tout ce que cela a comme conséquence, à l'instar des étrangers qui ne peuvent plus investir dans le pays, pour ne citer que cela. Les deux exemples constituent l'iceberg d'une gangrène de l'appareil judiciaire burundais, caractéristique d'un pouvoir dictatorial, car, dit-on, il n'y a plus de cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Merci Josiane Mouzaneza. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à ingénieur Egide Mwemelo pour sa bonne collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.